Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, rentrée judiciaire 2025-2026, la justice malienne a fait sa rentrée sous le thème contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Entre bilan des réformes et nouveaux défis, la justice malienne est face aux attentes de transparence afin de renforcer l'état de droit. Une cérémonie présidée par le président de la transition, chef de l'État. Point de presse animé par le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le directeur général du Trésor pour faire le point de la deuxième session du comité de pilotage du fonds de soutien aux projets d'infrastructure. 50 milliards de francs CFA seront affectés au secteur de la défense et de la sécurité et EDM bénéficie d'un deuxième financement de plus de 6 milliards de francs CFA. Réponse favorable du gouvernement aux doléances des chauffeurs de camions-citernes, la prise en charge par l'ANAM des chauffeurs blessés, mais également le statut de pupille de la nation pour les enfants de ceux qui ont perdu la vie lors des attaques. Un protocole d'accord vient d'être signé dans ce sens lors de la rencontre syndicats chauffeurs et certains membres du gouvernement. 2 jours après l'ouverture de Bamex, l'heure était aujourd'hui à la démonstration grandeur nature à Koulikoro. C'était pour voir la capacité des armes. Et à Kidal, un convoi de ravitaillement en vivres a été accueilli par le premier responsable de la région. Aussi, le gouverneur a eu l'occasion de rencontrer des populations de retour à Kidal. Voici pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite et maintenant, encore une fois, bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, la justice a fait sa rentrée judiciaire. C'était ce jeudi matin à la Cour suprême. Cette rentrée intervient à un moment charnière pour la justice financière de notre pays, marqué par la création récente de la Cour des comptes, symbole d'une volonté affirmée d'assainir la gestion des ressources publiques et de renforcer la transparence de l'action de l'État. L'ensemble de la famille judiciaire se réunit autour du thème le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. La rentrée judiciaire sait aussi faire le bilan de l'année écoulée. Par exemple, le parquet général de la Cour suprême a traité 931 dossiers sur 972 et la section judiciaire a rendu 1056 arrêts et la justice militaire a rendu 91 jugements sur 140 affaires. Cette cérémonie était placée sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature. Le film avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Idrissa Traoré. Au sommet de la hiérarchie judiciaire arrive le premier magistrat. C'est la rentrée des cours et tribunaux. Dans la grande salle, le droit revêt sa plus noble parure. Toge rouge et noire composent une mosaïque de dignité. Magistrats, avocats, greffiers, huissiers, experts judiciaires, tous réunis autour d'un même serment, celui du droit rendu au nom du peuple. Les honneurs sont rendus, les robes se redressent, les regards se fixent. Au présidium, la voix du président du Conseil supérieur de la magistrature s'élève. Le général d'armée Assimi Goïta rappelle avec force le rôle fondamental de l'État. De par sa vocation, l'État est investi de la mission de sauvegarde et de la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et de garantir la continuité de ces processus. Pour assurer ces fonctions régaliennes, l'État a besoin de ressources financières adéquates, mobilisées à travers une contribution commune des citoyens et l'exercice d'activités pourvoyeuses de ressources. Notre pays, pour renforcer son dispositif de contrôle et de reddition des comptes, a soumis toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques à un contrôle méthodique, qu'il soit parlementaire, administratif ou juridictionnel.
Les thèmes choisis pour cette année solennelle résonnent comme un impératif de transparence, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Chaque dépense, chaque signature, chaque marché passé engage non seulement des chiffres, mais aussi la confiance du peuple. Le président Goïta réaffirme la primauté du droit dans la gestion des affaires publiques. Le choix du thème de cette rentrée judiciaire 2025-2026 n'est nullement fortuit. Bien au contraire, il revêt une importance capitale à un moment où notre nation fait face à de nombreux défis existentiels dans un environnement national et international marqué par des tensions croissantes. La gestion des finances publiques ne saurait être laissée au seul arbitre de l'exécutif ou des ordonnateurs. Elle doit être placée sous le regard vigilant des juges, garant de la légalité et de la bonne utilisation des deniers publics. En effet, le contrôle juridictionnel constitue le rempart le plus sûr contre le gaspillage des deniers publics, la fraude et la mauvaise gestion. Il donne vie au principe fondamental selon lequel nul ne peut disposer des ressources publiques sans en rendre compte. Les institutions supérieures de contrôle, notamment la Cour des comptes, incarnent cette exigence. Transparence, responsabilité et sanctions, des termes mesurés, mais porteurs de promesses pour une bonne gouvernance. Cette rentrée marque ainsi le saut de la rigueur, du serment et de l'espérance en une justice de proximité. La bonne gouvernance repose sur trois piliers qui sont la transparence, la responsabilité et la sanction. Or, sans un contrôle juridictionnel fort et indépendant, ces piliers s'effritent, installant de fait une crise de confiance entre l'État et les citoyens. L'État de droit ne se résume pas à de simples proclamations de principes. Il se mesure par la capacité des institutions à faire prévaloir la légalité sur l'arbitraire, la probité sur la corruption et l'intérêt général sur les intérêts particuliers. La transparence et la responsabilité ne sauraient être de simples slogans. Ce sont des exigences républicaines et morales. C'est ensemble que les pouvoirs publics, les institutions de contrôle, la société civile et les citoyens pourront relever ces défis. Sur le plan normatif, le Mali a procédé à la création de la Cour des comptes. Cette création symbolise la volonté de l'État d'assainir les finances publiques et de se conformer aux normes internationales. Sur le plan normatif, les autorités de la transition faisant suite à une directive de l'UEMOA de 2000 et une recommandation des assises nationales de la refondation ont élaboré et fait adopter par le peuple malien la Constitution du 22 juillet 2023 qui a consacré la création d'une Cour des comptes. La pose de la première pierre du bâtiment destiné à abriter la future Cour des comptes le 19 décembre 2024 est financée sur le budget national, témoin de la volonté du pays de promouvoir une gestion saine et transparente des ressources publiques. Hommage a été rendu à la grande famille judiciaire et aux Maliens. Le premier magistrat en a profité pour rappeler que la justice n'est pas une forteresse, mais un devoir démocratique et moral. Je voudrais ici saluer l'engagement constant des magistrats, greffiers, auxiliaires de justice et l'ensemble des personnels judiciaires dont le développement quotidien contribue au renforcement de l'état de droit dans notre pays. De même, je tiens à féliciter les différents intervenants, à savoir Monsieur le Président de la Cour suprême, le rapporteur du thème de la rentrée, le procureur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats pour la qualité de leurs interventions. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à la résilience et au courage du peuple malien face à la barbarie humaine imposée à notre pays par un terrorisme agonisant.
La Cour suprême, au cours de l'année 2025, a examiné plusieurs centaines de dossiers et rendu autant d'arrêts, affirmant ainsi sa constance et son autorité. Pain du peuple et miroir de sa conscience, la justice malienne, par la voix de ses serviteurs, s'engage une fois encore à demeurer équitable et exemplaire. Le président du Conseil supérieur de la magistrature appose sa signature au primitif de l'audience, mémoire officielle d'une journée marquée par les droits et l'honneur. L'audience est levée, mais dans l'esprit de la grande famille judiciaire demeure une certitude, celle de dire la loi sans trembler, de trancher sans faillir, de protéger sans faiblir, car dans ce temple de la loi, chaque audience est un acte de foi envers la République. Occasion également pour le rapporteur général d'expliquer l'opportunité du choix du thème, d'en définir les principaux axes et de dire en quoi le contrôle des finances publiques peut influer positivement sur la gouvernance d'un pays. Tour à tour, le procureur général et le bâtonnier ont apporté des compléments nécessaires pour une bonne compréhension du thème. Le compte-rendu de Alouseni Touré. Le contrôle des finances publiques est forcément un facteur de bonne gouvernance. Devant une salle pleine à craquer et en présence du chef de l'État, le docteur Chenkoro Doumbia, un bon connaisseur de dossiers, a démontré d'abord la pertinence du choix de ce thème d'actualité. Il poursuivra ensuite en égrenant les différentes structures de contrôle, leur rôle et leur impact dans la lutte contre la corruption et l'instauration d'une bonne gouvernance. Parmi les éléments les plus positifs dans le contrôle des finances publiques figure la Cour des comptes, dont le siège est actuellement en construction. Le choix du thème, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, se justifie aisément non seulement par son originalité et la pertinence de sa portée académique, mais également en raison de l'actualité judiciaire, marquée par des réformes en cours dans le domaine de la justice et des droits de l'homme, somme toute matérialisée par la création de la Cour des comptes et la réorganisation subséquente de la Cour suprême du Mali. Au-delà des actes constitutifs de faute de gestion, la responsabilité pénale des comptables publics et celle des ordonnateurs des budgets peut être engagée pour complicité d'atteinte aux biens publics. Au terme des dispositions de l'article 243-56 du Code pénal, libellé ainsi qu'il suit, sont considérés comme complices les responsables des sociétés et entreprises d'État, fonctionnaires et agents de l'État ou des entreprises préposées au contrôle, qui, par manquement au devoir de leur charge, facilitent ou couvrent les atteintes aux biens publics. Il s'agit d'actes de négligence coupable commis par les agents précités ayant facilité le détournement des deniers publics, qui sont donc justiciables devant la Chambre de discipline financière et budgétaire. La loi organique relative à la Cour suprême dispose en son article 294 que est déféré devant la Chambre de discipline financière et budgétaire tout fonctionnaire, civil ou militaire, tout magistrat, tout membre des cabinets du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre ou d'un ministre, tout agent d'un organisme public ou en général toute personne investie d'un mandat public à qui il est reproché un ou plusieurs faits énumérés dans la loi. Pour sa part, le ministère public a mis l'accent sur une préoccupation récurrente, à savoir le fonctionnement de l'état de droit. Il affirme sans ambages que notre pays n'a aucun complexe à se faire en matière de justice. Il propose même des pistes de solutions dans le cadre du renouveau de la justice malienne. Il y a lieu de constater la création par la Constitution du 22 juillet 2023 de la nouvelle institution qui est la Cour des comptes du Mali, ajoutée à son corollaire l'adoption par le Conseil national de transition de la loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivant cette haute juridiction financière, laquelle vient ainsi prendre place et rang aussi bien dans le sens de l'horizontalité que dans celui de la verticalité, aux côtés de hautes juridictions financières de même nature des autres pays membres de l'UEMOA. Sur ce chapitre-là, les enjeux et les défis majeurs pour le Mali résideront dans notre pleine capacité à assurer à la nouvelle Cour des comptes, dont le nouveau siège est en plein chantier, de même qu'à ses antennes régionales, une implémentation modèle et efficace
à hauteur de mission, alors surtout que les efforts aux différents niveaux, sous-régional, régional et international, sont dans des tendances aussi louables que légitimes, à savoir plus de modernisation et d'harmonisation des pratiques juridictions au travers notamment de la vulgarisation des procédés aussi répandus à présent, de la numérisation et de la digitalisation des procédures applicables au service d'un contrôle juridictionnel plus efficace, voire efficient des finances publiques, la finalité recherchée étant bien entendu une part contributive plus accrue à la promotion de la bonne gouvernance. Par ailleurs, la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux nous paraît constituer une opportunité à saisir pour nous prononcer sur un des questionnements récurrents enregistrés au sein de l'opinion publique et qui interpellent les acteurs de la vie publique soit de façon générale, soit plus spécifiquement les autorités relevantes du secteur de la justice. Qu'en est-il du fonctionnement de notre système républicain et démocratique en général, de notre état de droit en particulier? Théoriquement, mesdames et messieurs, l'architecture juridico-institutionnelle telle que cela est reflété dans notre Constitution, complétée par nos lois organiques, nous paraît à l'analyse correspondre à un choix politique et authentique, légitime, répondant aux préoccupations contemporaines du peuple souverain. Il en est ainsi aujourd'hui tel que cela peut s'observer un peu partout dans le monde entier. La preuve peut être faite en tant que de besoin au regard des pratiques observables dans le concert des nations que nous vivons dans un monde à la carte, à telle enseigne que le Mali, notre chère patrie, n'a aucun complexe à se faire, tant nos modèles sont vantés et cités en exemple un peu partout dans le monde, au point de faire des émules. Le bâtonnier de l'ordre des avocats qui prononce là probablement son dernier discours devant cette instance a invité à une introspection. Le contrôle des finances publiques se présente comme un instrument crucial dans la mise en œuvre des politiques publiques. À tous les niveaux de pouvoir, les dépenses de l'autorité publique sont en effet soumises à de multiples formes de contrôle. Celles-ci peuvent être appréhendées, comme je l'ai dit plus haut, à l'aune d'une distinction structurante. Bien qu'évidemment imparfaite, nous avons le contrôle administratif, le contrôle parlementaire et le contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel renforce la responsabilité au sens que l'unification des régimes impose aux gestionnaires, qui sont les ministres, les directeurs, les préfets, les maires, une plus grande rigueur dans le maniement des fonds publics. La procédure juridictionnelle garantit la mise en état coordonné, les débats contradictoires et la motivation, la compréhension des modes de sanction et participe nécessairement à la transparence publique. Auparavant, le président de la Cour suprême a situé le débat dans son contexte, justifiant du coup le choix de ce thème qui s'impose de lui-même. Le but de la réflexion suscitée par le thème est de faire connaître le rôle central de la Cour des comptes dans la réalisation de la bonne gouvernance en République du Mali à travers le contrôle juridictionnel qu'elle exerce, mais aussi, pour faire complet, d'expliquer et d'évoquer de façon transversale les nombreux mécanismes, les différentes sections administratives, judiciaires et des comptes de la Cour suprême ont tenu des audiences régulières. Aussi, le bilan sommaire enregistré au cours de l'année 2025 se présente ainsi qu'il suit. Le parquet général de la Cour suprême a reçu 972 dossiers civils et criminels et traité 726 dossiers civils et 205 dossiers criminels. La section judiciaire de la Cour suprême, durant l'année 2025, à travers ses 3 chambres civiles, ses chambres sociales, criminelles et commerciales, a rendu 1056 arrêts. La section administrative de la Cour suprême a reçu du 1er janvier 2025 au 3 septembre 2025
299 dossiers et traité 265 dossiers pour un pourcentage de 88,62%. La section administrative a reçu 247 recours et a rendu 213 arrêts durant la même période. L'Assemblée consultative restreinte a donné 11 avis sur consultation juridique et 41 avis sur dossier du Conseil des ministres. Avant de lever la séance, le chef de l'État a procédé à la signature du plumitif de l'audience. Après la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026, le président de la transition a tenu à aller vers la population. Dans un bain de foule empreint d'émotion et de ferveur patriotique, le président de la transition a salué la résilience et le courage du peuple malien face aux épreuves imposées par le terrorisme. Ce geste symbolique traduit une fois de plus l'engagement constant du chef de l'État en faveur de l'unité nationale, de la paix et de la souveraineté du Mali. Suivons ensemble. Voilà, bien fait ça. Voilà les Bamakois qui sont sortis pour applaudir le président de la transition. À la primature, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a reçu ce jeudi en audience le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria, une délégation du Conseil national du patronat du Mali. Avec le secteur privé, il a été question de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en hydrocarbures. Et avec le ministre de la Défense du Nigeria, les échanges ont porté sur la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Reportage Mamari Kone et Alou Touré. Présent à Bamako dans le cadre de la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, Bamex 2025, le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria est venu échanger avec le chef du gouvernement sur les préoccupations des deux pays en matière de sécurité. Et c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants régional des corps d'armée, Sadio Kamara, qui introduit son homologue nigérian. Dans ses propos, le général Kamara a remercié le Nigeria pour sa participation malgré la campagne médiatique contre le Mali en vue de décourager les participants. Pour lui, le terrorisme est un instrument dans la main de certains pays pour sauvegarder leurs intérêts. Pour sa part, le ministre de la Défense du Nigeria a déclaré que le Mali et le Nigeria ont un même destin. Il est convaincu que les pays africains doivent résoudre leurs problèmes dans la collaboration.
Les relations entre les deux pays doivent franchir un palier supplémentaire au bonheur des populations. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, il faut renforcer la coopération entre les deux pays car le terrorisme n'a pas de frontières. Il a aussi déclaré que la lutte contre le terrorisme est au cœur des missions de la Confédération des États du Sahel. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu en audience au nom du président de la transition une délégation du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, conduite par son président. La délégation est venue partager certaines préoccupations et propositions avec le chef du gouvernement dans le cadre de l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité et en hydrocarbures. Donc nous avons, nous en tant que fêtière du secteur privé, reçu tous les groupements professionnels, tous les logisticiens, tous les spécialistes en matière logistique pour les écouter et surtout pour leur demander des suggestions. Et ce sont ces suggestions que nous avons synthétisées et que nous avons présentées aujourd'hui à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Un Premier ministre qui est déjà au taquet, notamment avec le comité de gestion. Toutes les propositions que nous avons mises sur la table soit ont été déjà identifiées par ce comité, certaines même ont commencé à connaître un début d'exécution, ou alors celles qui n'avaient pas été identifiées, le Premier ministre les a bien notées. Il nous a aussi parlé de certaines mesures financières, fiscales qui sont en cours pour justement aider le secteur privé à passer ce cap difficile parce que vous le savez, un manque de ravitaillement en carburant ne touche pas que les citoyens dans leur vie quotidienne, mais ça touche aussi les industriels. Beaucoup d'industriels aujourd'hui nous ont demandé de trouver un moyen de ravitailler les usines et les industriels, comme on le sait, ce sont les plus gros employeurs d'un pays. Donc nous souhaitons que ces emplois soient pérennisés, soient protégés et nous avons aussi demandé à son Excellence de trouver les moyens de sécuriser l'approvisionnement de nos unités industrielles, en plus de toutes les mesures qui peuvent être prises et qui doivent être prises pour faciliter par exemple les dédouanements des véhicules, les goulots d'écrasement qui existent, les lever, pour faciliter l'approvisionnement des véhicules qui viennent déjà dans notre pays et qui doivent retourner prendre du fret, faire en sorte que ces véhicules aient du carburant ici à Bamako. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour remercier le secteur privé pour sa contribution au développement du pays. Il a aussi rappelé les actions entreprises à travers le plan d'action d'urgence élaboré pour soulager les populations avant de rassurer ses interlocuteurs du jour. La sélection et la validation des projets en phase avec les besoins du moment étaient à l'ordre du jour de la réunion du comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali, présidé ce jeudi après-midi par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Le fonds qui sera mis à la disposition est un financement de l'appel des Nations Unies à des partenaires Nyanya Le Traoré et Sidiki Balo. 3 mécanismes d'investissement pour un objectif global, impacter sérieusement sur le quotidien des femmes et des filles à travers le Mali. L'enveloppe s'élève à plus d'$1 million pour le financement de projets structurants et durables. La réunion de ce jour devait justement les sélectionner. Et la sélection se fait par un appel d'offres. On identifie les domaines prioritaires par année. Et on demande aux organisations féminines de postuler. Nous regardons l'alignement avec les défis actuels. Et le fait que ces projets sont proposés par les organisations qui sont à base communautaire, ils connaissent très très bien les besoins et les priorités de ces zones. Et c'est en fait, je dois dire, la nouveauté et l'approche innovante de ces propositions. C'est le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la Réconciliation qui ont mené les débats. À leur côté, les représentants des Nations Unies et la chargée d'affaires du Canada. La séance a permis de faire comprendre les ambitions du gouvernement face à cet accompagnement. Abdoulaye Diop de préciser que le choix des bénéficiaires doit véritablement refléter les réalités du terrain. Autrement dit, que l'aide aille à ceux qui sont réellement dans le besoin. À l'issue de ces échanges, 10 projets ont été sélectionnés. Ils portent sur les domaines institutionnels, humanitaires et la protection des femmes. Ils seront exécutés par des associations locales opérant à travers le pays sous le suivi des ministères sectoriels. Avec des petits montants d'à peu près $100 000, on a pu voir des résultats
des résultats vraiment très, très impactants pour la protection des femmes et des filles, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, dans la réintégration socio-économique des femmes déplacées, des femmes victimes des conflits, dans le renforcement des capacités des femmes pour la participation dans les processus de paix et de consolidation de la paix et de cohésion sociale. Je dois dire vraiment qu'on est très satisfait et on espère pouvoir mobiliser d'autres fonds puisque les besoins sont encore là. Et c'est des domaines vraiment qui sont des domaines prioritaires, qui sont décrits par le gouvernement comme des domaines prioritaires au niveau national et surtout au niveau local. Le financement des projets s'effectue à travers les Nations Unies qui bénéficient du partenariat du Fonds de consolidation de la paix, PBF, du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, EFPH, et du Fonds pour la stabilisation et la résilience au Mali, SRM. On en vient à un autre titre de ce journal. 50 milliards de francs CFA seront affectés au secteur de la défense et de la sécurité. C'est ce qui ressort de la deuxième session du comité de pilotage du Fonds de soutien au projet d'infrastructure de développement social. La Société Énergie du Mali, EDM-SA, bénéficie d'un deuxième financement de 6 milliards 265 millions de francs CFA pour l'amélioration de la fourniture de l'électricité. Des chiffres révélés lors d'un point de presse animé ce jeudi par le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le directeur général du Trésor. Point de presse suivi par Siaka Konaté. À l'issue de sa deuxième session, le comité de pilotage du Fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social alloue de nouvelles ressources à la Société Énergie du Mali EDM-SA. Au regard de l'urgence et de la nécessité, un montant de 50 milliards a été affecté au secteur de la sécurité et de la défense. Pour l'amélioration continue de la fourniture d'électricité, un montant de 6 milliards 265 millions a été affecté au secteur de l'énergie. Au total, les prélèvements autorisés sur le fonds lors de cette deuxième session s'élèvent à 56 milliards 265 millions. Ces ressources qui constituent le deuxième tirage en faveur de la société EDM-SA devront permettre à celle-ci d'améliorer la fourniture de l'électricité. Ce nouveau tirage dont il est question aujourd'hui est destiné à améliorer la desserte et à assurer la continuité du service de l'électricité. Pour rappel, au mois de juillet, précisément le 14 juillet 2025, le premier tirage était en faveur de EDM aussi sur ce fonds. Il s'agissait de 24 milliards qui avaient été accordés à EDM dans le but effectivement d'améliorer la desserte et de maintenir la continuité du service. C'est le lieu de rappeler aujourd'hui et de témoigner notre reconnaissance aux plus hautes autorités à l'origine de cette initiative salutaire et dont le soutien constant demeure la satisfaction des besoins essentiels des populations du Mali. Il faut aussi adresser au nom du président de la transition, chef de l'État, les plus vifs remerciements aux citoyens maliens qui ont accepté de contribuer à la constitution du fonds de soutien. De même, il est important en cette occasion de noter plus particulièrement le sens de sacrifice et la grande capacité de résilience de la population malienne face aux dures épreuves et aux défis multiples. Selon le directeur général du Trésor, de la mise en place du fonds en février à nos jours, plus de 89 milliards 172 millions de francs CFA ont été collectés, sur lesquels 80 milliards 265 millions ont été dépensés. À la date du 7 novembre, le solde du fonds est de plus de 8 milliards 907 millions de francs CFA. Les autorités de la transition viennent de répondre favorablement à certaines doléances des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali lors de leur rencontre avec le Premier ministre. Il s'agit de la prise en charge par l'ANAM des chauffeurs et conducteurs blessés lors des récentes attaques de citernes et l'octroi de statuts de pipi de la nation aux enfants de ceux qui ont perdu la vie. C'est ce qui ressort de la rencontre des syndicats de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali avec les ministres en charge des transports, du travail et de la santé. Un protocole d'accord a été signé à la suite des échanges et c'était en présence de notre reporter Barakissa Ouattara.
Après sa rencontre avec les syndicats des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, le gouvernement donne un signal fort. Ce jeudi, 3 ministres du gouvernement étaient face aux différents syndicats pour faire la restitution des propositions de solutions à leurs préoccupations. Sur 6 doléances, 2 ont été prises en compte et ont fait l'objet d'une signature de protocole d'accord. Sur les 6 points, c'est les 2 premiers points qui concernaient surtout mon département. En ce qui concerne l'ANAM, la prise en charge des blessés, aussi bien les chauffeurs que les apprentis, c'est immédiat. Dès aujourd'hui, ils pourront être immatriculés. Et le deuxième point, c'est les pupilles. Et ça demande un certain nombre de documents. On va réunir les documents nécessaires et je pense qu'ils seront pris en compte dans le projet de décret qui sera signé pour les pupilles. Les 4 autres points sont relatifs notamment à la situation des camions stationnés au niveau de la douane de Kati et des containers au port de Dakar. Le troisième point concernait notamment l'épineuse question de l'immatriculation des chauffeurs et conducteurs routiers à l'INPS, à l'AMO, notamment leur immatriculation et l'application de la convention collective de travail qui a été signée en février 2022. C'est un point extrêmement important qui préoccupe les syndicats. Et vous avez vu que les discussions ont été très longues sur ce sujet. Le 4e et le 5e point qui ont été traités ensemble étaient relatifs aux camions qui sont effectivement stationnés au niveau de la douane de Kati, ainsi que les conteneurs qui sont au port de Dakar. Donc Madame la ministre des Transports a effectivement répondu à l'ensemble des questions posées. Et je pense que les acteurs syndicaux ont compris que l'État est engagé à régler définitivement cette question. Et la dernière préoccupation qui a été soulevée, c'est par rapport à l'anneau Sotraman, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Mais au regard des explications qui ont été données par le ministère de l'Urbanisme, je pense que cette question trouvera une solution très rapidement. Une avancée majeure dans leur combat de plus d'une décennie, selon les chauffeurs et conducteurs routiers. Nous, chauffeurs et conducteurs routiers, nous avons été honorés aujourd'hui au même titre que nos vaillants militaires. Nous remercions les ministres qui ont contribué à faciliter la prise en compte de nos doléances. Nous sommes satisfaits parce que tout ce qui a été dit ici a été très noble. Donc on leur dit merci parce qu'on veut réellement que ça se réalise. Et on a eu à signer des protocoles. Il y a les 4 différents centrales qui ont signé le protocole d'accord qui montre qu'ils vont essayer de prendre tout ce qui a été dit en compte. Le gouvernement annonce par ailleurs la tenue d'un atelier national d'ici fin décembre, un atelier qui regroupera l'ensemble des acteurs concernés pour faire de nouvelles recommandations. Rencontre hebdomadaire du cadre de concertation entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importateurs de pétrole du Mali. La rencontre a permis de faire le point de l'approvisionnement du pays en carburant et les mesures prises pour le retour à la normale. Reportage Mamadou Fani. Cette réunion du cadre de concertation entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importateurs de pétrole vise à faire le bilan de la situation de l'approvisionnement du pays en carburant. Il ressort de cette rencontre que le retour à la normale s'amorce avec l'arrivée de plus de 200 citernes le lundi dernier. Nous avons fait une analyse globale depuis une semaine de l'évolution de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et à l'unanimité, nous avons constaté qu'il y a une très nette amélioration de l'approvisionnement global du pays en hydrocarbures depuis une semaine. C'est là en raison de l'arrivage d'un nombre important de citernes qui sont arrivées sur le territoire national. Mais nous avons dit aussi qu'il faut maintenir le rythme d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le rythme d'approvisionnement et le renouvellement des stocks qui vont nous permettre, dans un délai court, de sortir de cette crise. La rencontre a aussi permis aux opérateurs pétroliers de partager avec le ministre certaines mesures en vue de permettre aux populations de disposer en permanence ce liquide précieux. Les opérateurs ont salué l'engagement et l'accompagnement du gouvernement. Par le passé, on paye à Abidjan, on amène, on dédouane et puis on va directement en ville. Mais aujourd'hui, avec la crise, ils ont mis d'autres procédures, des mécanismes qui permettent la traçabilité. Au début, les escortes étaient très lentes. Aujourd'hui, grâce à l'implication des forces armées et la sécurisation des convois,
vous voyez que ça commence à être fluide. Les citernes commencent à venir et de façon vraiment régulière, je peux dire, parce que toutes les semaines, il y a un minimum de 200 camions qui arrivent. Et ça, vraiment, il faut remercier les forces armées qui assurent l'escorte des combats jusqu'à destination. Les escortes des camions vides ont commencé à aller au rythme qui nous arrange. Et nous aussi, au niveau des achats, nous continuons à acheter et nous anticipons. Vous allez trouver qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre et les opérateurs ont déjà fait les achats pour le mois de décembre. Et ce qui fait qu'une fois que l'escorte est disponible, les rotations vont continuer et le pays sera correctement approvisionné. Dans 2 semaines, vous allez voir que les choses vont changer, Inch'Allah. Il n'y aura plus de files d'attente dans les stations. La direction générale des douanes, qu'il faut saluer, a pris la décision de faire ouvrir le bureau du pétrole 24 heures sur 24. Donc tous les agents publics, tous les agents de l'administration qui sont dédiés à la gestion de cette crise des hydrocarbures au plan national sont mobilisés 24 heures sur 24. Ces différentes mesures permettront de soutenir le rythme d'approvisionnement du pays. Celles-ci vont également booster les activités économiques, toujours avec la résilience des Maliens. Sur la situation au Mali, l'Union africaine sort enfin de son silence. Elle vient de publier un communiqué pour rappeler la communauté internationale à une action urgente dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Elle n'a pas manqué de réaffirmer sa solidarité au gouvernement, au peuple du Mali et aux familles des victimes. Nous allons voir quelques séquences de ce communiqué avec Sidiki Dambélé. Et en marge du Salon international de la défense et de la sécurité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue en charge de la communication animé une conférence de presse sur la situation actuelle marquée par une cabale médiatique contre notre pays. Pour le ministre Diop, le scénario prévu par les terroristes et leurs sponsors n'a pas pu être réalisé. Je vous propose de l'écouter au micro de Bemba Sibi. Le Mali veut maintenir un engagement constructif avec l'Union africaine. D'ailleurs, nous avons noté qu'avec l'arrivée du nouveau président de la Commission de l'Union africaine et aussi le président en exercice de l'Union africaine, le président de l'Angola, il y a une dynamique nouvelle, il y a une volonté d'un autre type d'engagement avec le Mali qui ne soit pas fondé sur la question de sanctions. Naturellement, sur le communiqué lui-même, je dois dire que nous avons été un peu surpris par certaines dimensions ou certaines expressions de ce communiqué qui, de notre point de vue, reprenait le narratif des groupes terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers, notamment quand ils parlent de blocus. Et vous savez qu'il n'y a pas de blocus. Il y a certainement des entraves à l'approvisionnement des produits pétroliers. Il y a des perturbations, mais il n'y a pas de blocus qu'une organisation continentale reprenne ce type de narratif crée naturellement des préoccupations à notre niveau, parce que nous estimons que l'Union africaine aurait dû prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe au Mali, pour s'informer de la réalité du Mali et sur la base de ça, voir quelles sont les attentes des Maliens et quels sont les besoins éventuels des Maliens. Et dans ce contexte, il y a aussi un appel qui a été lancé pour une action urgente au Mali. Nous pensons qu'aucune action ne peut être envisagée ou engagée sur le Mali sans les Maliens, sans le consentement de l'État malien, sans que l'État malien ne soit demandeur. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important que nous devons retenir. Surtout cet appel à une action internationale est d'autant plus préoccupante que le Mali est sorti de ce type de paradigme. Le paradigme nouveau qui est promu par le président de la transition, par les autorités de la transition, comme par les autres présidents de l'AES, du Niger et du Burkina, est de faire confiance à nous-mêmes et de nous prendre en charge et de faire en sorte que la sécurité de nos pays repose en premier sur les épaules des populations de nos pays, sur les épaules des dirigeants et en particulier sur les épaules des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous ne tendons pas la main
à la dite communauté internationale pour venir à notre secours, d'autant plus que les 10 dernières années, le Mali en particulier a essayé une expérience avec la présence de plusieurs milliers de forces internationales qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens. Et quant au ministre en charge de la communication, il a rappelé à l'Union africaine que désormais aucune décision sur le Mali ne sera prise sans le Mali. Il est au micro de Bemba Sibi. Nous trouvons que la réaction tardive de l'Union africaine est très en deçà de nos attentes et très en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment aider à la résolution de ce problème. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle vienne d'abord au Mali, qu'elle comprenne les problèmes du Mali avec les Maliens et qu'elle trouve des solutions avec les Maliens qu'elle va appliquer avec l'accord des Maliens. Toute implication étrangère ne nous est pas acceptable sans l'implication de notre peuple et de sa direction politique. Nous attendons aussi de l'Union africaine beaucoup plus de fermeté par rapport à l'atteinte qui est régulièrement faite à l'intégrité du Mali et à son unité nationale en fonction des vertus et de l'intangibilité des frontières. Nous attendons aussi de l'Union africaine beaucoup plus de fermeté par rapport aux grandes offensives terroristes qui sont imposées à notre peuple et aussi aux complicités pernicieuses de certains États de l'Union africaine qui entretiennent et puis qui font prospérer le terrorisme à des fins géopolitiques. BAMEX 25, vous l'avez certainement remarqué, la presse internationale était fortement représentée à ce grand rendez-vous. Elle estime que ce salon de l'armement témoigne de l'engagement des autorités maliennes à tout mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme au Mali. Elle a aussi salué la résilience du peuple malien face à la crise sécuritaire qu'elle connaît depuis quelques années. Plus de détails avec Djemba Moussa Konaté. Cette grande mobilisation de la presse internationale autour de ce salon international de la défense et de la sécurité vise à apporter leur soutien aux autorités et au peuple malien grâce à leur combat contre le terrorisme. Les différents reportages effectués sur le terrain par les journalistes de la presse internationale leur ont permis de montrer au monde entier que le Mali est debout. Je pense que les choses sont réellement en train de changer. Mais malheureusement, la presse occidentale continue encore à dépeindre le travail acharné que notre général Excellence Assimi Goïta est en train de poser. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est historique, ça restera gravé dans les mémoires. Avant de venir d'ici, à cause des informations sur le pays qui se passent dans la presse, j'étais un peu inquiète. L'organisation qui a me rassuré pour la sécurité, malgré que c'est une première édition, malgré je vois ça se passe très bien. C'est une bonne organisation. Selon les confrères de la presse internationale, beaucoup essaient de salir l'image du Mali à travers de fausses informations sur le pays, alors que cela est loin de la réalité. Étant donné à propos du Mali aussi, il y a une atmosphère très positive. Ça veut dire que c'est pas comme ça se passe dans la presse, les médias occidentaux. En Turquie, tout le monde a une mentalité, un objectif très positif sur le continent africain et surtout sur le Mali. Et même moi qui n'ai pas un militaire, lorsque je suis rentré, j'ai eu envie de devenir un militaire et nous ne pouvons que se réjouir. Et le Mali a la chance d'avoir des dirigeants comme les Assimi et qui assurent pleinement leur rôle. Et c'est ça qui manquait au Mali. On donne de l'information. Et c'est pour ça qu'on est là et on est enchanté. On est une presse internationale et on est à Bamako. On va à nos affaires, on fait notre travail. On a plusieurs reportages qui ont été faits qui se trouvent sur les plateformes. Donc je pense qu'il y a plus de désinformation dans ça que de l'information. La presse internationale repart satisfaite de ce salon des armements et garde l'espoir d'un Mali uni et prospère. Et alors que le Mali fait l'objet d'une vague d'attaques médiatiques à l'étranger, Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, hausse le ton. Dans un échange franc avec Moussa Camara, il dénonce une campagne de désinformation orchestrée contre le pays et en appelle à l'unité des journalistes maliens pour préserver l'honneur et l'image de la nation. Suivant. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ceux qui se rappellent 2012, ce sont les mêmes médias qui, par leur désinformation, ont travaillé
à déstabiliser notre pays. On a vu des reportages effectués par des gens qui ne pouvaient même pas prononcer le nom des localités. Mais ils étaient mis en mission, ils ont fait ce travail pour démoraliser, pour démotiver. Démoraliser l'armée, démotiver les populations, créer la désolation et créer le sentiment même d'échec et de défaite chez les Maliens. Aujourd'hui, ils ont repris du service, mais ils oublient que le contexte a changé. Le contexte a changé parce que les moyens techniques nouveaux s'offrent à tout le monde entier. Les populations maliennes ont bien compris et les populations maliennes ont vécu la douloureuse expérience de ce qu'ils défendent. Donc, aujourd'hui, que ces gens décident de faire des tirs croisés sur le Mali, jamais dans l'histoire des médias, on a mobilisé autant de médias en un temps record contre un pays. Et c'est pourquoi j'ai dit, même les gens qui sont les moins intelligents du monde ont compris l'aveu d'échec des organisateurs de cette cabale médiatique et ont compris la méchanceté qui sous-tend cette campagne-là. Aujourd'hui, personne n'a besoin d'être conseillé pour personne. Tout le monde a vu et compris la vérité. Nous demandons à l'ensemble de la presse malienne de faire barrage à ces terroristes médiatiques qui cherchent à créer la désolation dans notre pays. Les armes dont ces gens disposent pour communiquer, pour informer, pour manipuler, utilisons les mêmes armes que nous aussi disposions pour donner la bonne information à nos populations. Tout à fait, Président. BAMEX 25, le cap a été mis sur Koulikoro pour une démonstration, une occasion pour tester les armes. Ils étaient tous là, professionnels du domaine, partenaires et même des civils. La journée de pratique avec Abdul Karim Kaba. Non, ce n'est pas un film d'action. Cela se passe au champ de tir de Kanabougou à Koulikoro. C'est à l'occasion de la journée de démonstration du Salon international de la défense et de la sécurité. Après 2 jours d'exposition, des professionnels de la défense et de la sécurité et des civils se sont donné rendez-vous dans la capitale du Méguétan pour apprécier la capacité technique des armements. Ici, il y a toutes les spécificités. D'abord, avec la société EDEV Défense, avec les hôtes de jour, les pistolets 9 mm, les fusils d'assaut 7,62 x 39 mm et les calibres 12 sont mis à rude épreuve. C'est là pour tester leur capacité, leur performance et leur endurance. Les armes que je viens d'essayer sont des armes très précises, donc qui ont aussi une très bonne robustesse. Et aujourd'hui, nous avons besoin des armes alors pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Vous savez, c'est une mutualisation des efforts et puis une fédération des compétences entre le Mali et la Turquie. Mais l'autre volet de la chose, c'est quoi? C'est qu'il y a la paix ici à Koulikoro. Là où nous sommes situés à une centaine de kilomètres de Bamako. Comme vous avez pu le constater, il n'y a rien ici au Mali. Avec les armes de la plus grande société de l'industrie turque, une structure gouvernementale, MKF, les essais des armes KCR 556, KMR 762 et les Rafales ont séduit plus d'un. Ces armes de dernière génération sont tout simplement merveilleuses.
Le BAMEX 25 est donc un lieu de découverte. Nous avons eu une très bonne impression de ces différentes armes. C'est des armes de très haute performance, bien modernes, qui peuvent améliorer les résultats d'un combattant sur le terrain. Parce que c'est des armes qui sont assez légères, elles sont d'une certaine précision, qui permettent aussi de donner de bons résultats sur le terrain. Oui, l'appréciation, elle en est vraiment une, puisque c'est des armes de dernière génération qui ont pris en compte les nouveautés de la technologie. Si je prends l'exemple de ce fusil mitrailleur dont on vient d'essayer tout de suite, on sent qu'il est sans recul. Pour un militaire, vraiment, c'est à l'aise de l'utiliser quand on en a besoin. Il ne trempe pas beaucoup, il ne recule pas. Et c'est un bon truc pour un militaire qui doit utiliser une arme efficace. C'est une bonne initiative, très bonne initiative, qui est louable et il faut le mettre à l'actif des plus hautes autorités de la République du Mali. C'est une très bonne initiative et si ça doit se répéter, ça serait une bonne chose. Cette journée de démonstration BAMEX 2025 est aussi l'occasion d'essayer la longueur, les diamètres et la hauteur de certaines munitions de la société ZSR avec les 12 x 7,99 mm, les 9 x 19 mm appelés aussi Luger et les 7 x 62,39 mm AK-47. Que dire de la société 3E avec les lasers de vision thermique nocturne et des lasers à vision distance? BAMEX 25 est plus qu'un salon. C'est une plateforme stratégique de promotion et de présentation des technologies de défense. Ce salon permet à l'Afrique de renforcer ses partenariats stratégiques et de démontrer que le continent peut être un acteur majeur et autonome dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et oui, très impressionnant. Et vous aurez d'autres aspects de ce salon international de la défense et de la sécurité dans le journal spécial qui vous sera proposé juste après cette édition avec une interview exclusive du ministre de la Sécurité. Le journal spécial du BAMEX est une présentation de Sira Bachili. Et à Kidal, les autorités administratives et les forces vives ont accueilli l'arrivée du convoi de ravitaillement et le retour massif des populations civiles dans la région. Les temps forts avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Moussa Togo. Énième convoi de ravitaillement de plus de 70 camions a été escorté de Gao à Kidal par les FAMA et sans incident, chose qui prouve à suffisance l'engagement des FAMA à rayer de la carte du Mali toutes les menaces contre l'intégrité de notre territoire national. Avec la joie que la population de la région de Kidal a accueilli la mission de ravitaillement qui est venue de Gao. Grâce à Allah, aujourd'hui la région de Kidal est très bien ravitaillée. Nous sommes contents pour les efforts faits par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, et l'ensemble des gouvernements que nous remercions ici. Je remercie aussi les peuples, toute la population de la région de Kidal pour accueillir cette mission de ravitaillement qui avait amené tout, rien ne manque ce matin dans la région de Kidal. Mon impression, c'est celle des maires qui est aux anges, parce que voir ces convois passer devant nous ici, c'est pour moi un moment historique. Je suis très émotionné pour trouver les mots justes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on remercie d'abord les autorités de la transition, on remercie les gouverneurs de la région, on remercie les populations qui sont sorties, pas seulement pour accueillir les ravitaillements, mais pour acclamer les forces de sécurité et de défense qui ont permis, n'est-ce pas, cet événement. Vraiment, moi je suis très content. Enfin, si je continue à dire même que je suis très content, je risque de pleurer. Parce que quand je vois le militaire, comment est-ce qu'on nous escorte de Gao jusqu'à Kidal, c'est pitiable. Si nos véhicules sont gâtés, ils viennent directement pour nous aider pour quitter dans le sable. Ça, vraiment, je le remercie beaucoup. Le FAMA, chapeau pour vous.
pour souhaiter la bienvenue à ces convois de ravitaillement. Les Kidalois ont pris d'assaut l'entrée sud de la ville pour afficher sans embâche leur satisfaction totale pour tous les efforts consentis par les autorités régionales et les FAMA afin d'améliorer considérablement leur quotidien. Et ici à Bamako, les autorités et légitimités traditionnelles ont bénéficié de dépistage pour le diabète et des consultations en ophtalmologie et en médecine générale. Vous l'aurez compris, c'est dans le cadre de la célébration de la journée des autorités et légitimités traditionnelles. Compte rendu Soumao Aïdara. Le vieil homme avance à petits pas vers la table de consultation. Il s'appelle Mahamoud Bamba et comme beaucoup d'autres, il est venu profiter des consultations gratuites offertes dans le cadre de la journée des autorités et légitimités traditionnelles. C'est une bonne initiative car elle montre que le gouvernement pense à nous. Je suis venu pour une consultation générale, entre autres la glycémie et mes yeux. J'ai mal aux yeux, c'est pourquoi je suis venu me faire consulter. Je salue les autorités et les initiateurs. Que Dieu aide notre pays. L'initiative portée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme vise à promouvoir la santé communautaire tout en rendant hommage aux légitimités traditionnelles pour leur rôle social et culturel. L'événement et que le service est ouvert à tout le monde pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent profiter de cet événement parce que ce n'est pas seulement les personnes âgées qui ont des problèmes de vue. Il y a des personnes beaucoup plus jeunes, donc tous ceux qui ont des problèmes de vision, tous ceux qui ont des problèmes ophtalmologiques viennent se faire consulter gratuitement. Et nous avons également, avec le bénéfice de la direction régionale de la santé, des médicaments à mettre à la disposition donc, de ceux qui se feront consulter. Après leur passage devant les médecins, les bénéficiaires retournent les mains pleines de médicaments et avec le sentiment de considération de la nation. Une manière pour le ministère de joindre la santé et la reconnaissance des légitimités traditionnelles. Ce soir, nous faisons un tour à Ségou et à Bougouni pour voir les temps forts de la célébration de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Elles sont sorties massivement pour participer à cet événement. Amidou Diallo et Abdul Karim Konaté sont nos reporters. Journée commémorative des légitimités traditionnelles à Ségou. Des centaines de chefs et conseillers des villages, fractions et quartiers de la 4e région ont répondu présents à ce rendez-vous. Cette journée qui vise à valoriser les légitimités traditionnelles est l'occasion de saluer les efforts des autorités à l'endroit de ces gardiens de la tradition. Nous remercions en réalité au président de la tradition et ce gouvernement et tous les initiateurs, tous ceux qui sont vraiment en train de combattre pour le Mali. Et nous, les autorités traditionnelles, sont très ravis de tout ce qu'ils sont en train de faire. Cette édition 4e du genre est célébrée sous le thème rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkroa. Le Mali d'Inkroa se construit et ensemble là, nous allons réussir. Nous comptons beaucoup sur ces autorités et légitimité traditionnelles. Cette journée traduit la volonté des plus autorités du pays de faire du Mali une nation ancrée dans ses valeurs ancestrales. Elle consacre ainsi une reconnaissance historique du rôle et de la place des légitimités traditionnelles dans la conduite des affaires publiques. Une manifestation artistique et culturelle et une séance de prière sont aussi à l'agenda de la célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles en 4e région. Cette journée est donc un espace de dialogue pour instaurer la paix, la cohésion et la justice sociale, gage d'un développement harmonieux. Ce 11 novembre est un espace d'éducation pour nous les chefs de village. C'est ici que l'idée malienne nouveau peut être développée. Nous demandons à tous les chefs de village d'apporter leur contribution pour l'atteinte des objectifs. Le thème retenu pour cette 4e édition est
rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la reconstruction du Mali d'Inkura. Les autorités et légitimités traditionnelles doivent être non seulement consultées depuis la base par rapport à l'éducation de l'enfant, par rapport à la promotion de l'enfant, par rapport à l'insertion de l'enfant, selon les us et nos coutumes qui ont toujours porté leurs fruits. C'est ce qui a permis au Mali, d'ailleurs d'antan, d'exporter à la face du monde entier une bonne image culturelle, sociale. L'objectif général visé par le thème de cette célébration est de contribuer à mieux impliquer les autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkura à travers l'information et la sensibilisation des autorités et légitimités traditionnelles sur leur rôle et responsabilité dans le processus d'éducation et de construction du Mali d'Inkura. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour la patrie. Et cette bonne nouvelle est en image. Le Mali honoré à Dakar au Sénégal à l'entreprise de notre compatriote Ibrahima Karanyara, Royal BTP, a remporté la Truelle d'or lors de la Nuit du bâtiment. La Nuit du bâtiment est un événement majeur qui célèbre les professionnels du secteur de la construction, de l'immobilier et des travaux publics, véritable vitrine du savoir-faire, de l'innovation et de l'excellence. Elle met en lumière les acteurs qui contribuent au développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest. La page AES nous amène à Sikasso, célébration du 11 novembre, journée dédiée aux légitimités traditionnelles. Elle a été également l'occasion d'installer la toute nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation et à la présentation des triples AES, de symboles d'unité et de solidarité qui traduisent la volonté des populations d'unir leurs forces autour de la paix et du développement. Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba. Capitaine Ibrahim Traoré, généraux d'armée Assimi Goïta et Abdraman Tiani. 3 noms, 3 visages. Ceux des chefs d'État de la Confédération AES qui vivent désormais à Sikasso à travers les triplés de la famille Sangaré dans le quartier Kaboïla 2. Nés le 2 novembre dans une clinique de la place, ces bébés célébrés à l'occasion de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles incarnent l'espoir et l'unité entre les 3 nations. J'ai voulu, à travers ces enfants, rendre hommage aux 3 chefs d'État pour leur engagement en faveur du développement et de la dignité de nos peuples. Nous sommes très honorés. Nous comptons voir ces enfants un jour à la place de ces chefs d'État en train de défendre nos États et de défendre nos nations et pourquoi pas élargir l'AES à d'autres continents. Pour accompagner ces nouveaux-nés sur le chemin de la vie, des parrains et marraines représentant les forces de défense et de sécurité, les services techniques et la société civile ont été désignés. Et dans un élan de solidarité collective, une somme de 400 000 francs CFA est mobilisée et remise aux parents, plus des bracelets en argent aux initiales des 3 dirigeants offerts par la chef de l'exécutif. C'est un acte qui en dit long sur ce que les pays de l'AES sont en train de traverser actuellement. Un chemin empreint de dignité, de souveraineté et de résilience pour les peuples. Nous sommes particulièrement honorés au nom des forces de défense et de sécurité de la région de Sikasso. Une marraine, vraiment, c'est une lourde responsabilité à assumer. Il faut s'occuper de la bonne éducation de ces enfants. Nous, en tant que marraines, nous allons les suivre dans ce sens-là. Il faut qu'un jour, ils soient aussi des généraux du Mali, du Burkina et du Niger.
Longue vie au triplé AES. La communauté de Kelansar est fortement engagée aux côtés des autorités maliennes pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. La déclaration de l'aménocale de la communauté de Kelansar sur le plateau de l'émission Invité de la semaine. Il appelle tous les citoyens à s'impliquer fortement pour lutter contre le terrorisme, la pénurie de carburant et la campagne médiatique orchestrée contre notre pays. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien réalisé par Sidiki Dombele. C'est pour apporter notre contribution à la construction de l'édifice public. C'est pour soutenir nos plus hautes autorités. C'est pour accompagner nos forces armées de sécurité. Le pays est en guerre. Il a besoin de tous ses fils. Donc il faut que chacun de nous joue son rôle. Il apporte sa contribution. Et c'est la raison pour laquelle j'ai organisé cette rencontre. Paix, défense de la patrie et réconciliation sociale. Nous sommes aujourd'hui à la veille de la célébration du 2e anniversaire de la reprise de Kidal par l'armée malienne. C'était le 14 novembre 2023. Dites-nous, qui vous inspire d'abord cette date? Vous savez, j'ai assisté à une rencontre à Kidal. Je faisais partie de ceux qui ont mis les coulières sur les rochers de Kidal, en présence des ministres de la Réconciliation et du gouverneur. Vraiment, c'est une journée de fierté pour tout Malien. Et permettez-moi de remercier les plus hautes autorités du Mali, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a mis, depuis le début de la transition, comme objectif premier la présence des Kidal dans les régions de l'État. Il est à remercier, à féliciter, avec tous ses compagnons. Aujourd'hui, le drapeau du Mali flotte à Kidal. C'est une fierté nationale. C'est une journée mémorable. Invité de la semaine à suivre après ce journal. L'unité nationale n'est pas un mot, c'est un devoir, une flamme que chaque Malien doit entretenir dans son cœur. Comme disaient nos grands-pères, quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite sur ORTM 1. Dieu voulant, bonne fin de soirée à tous.